C'est bon, docteur, Ça y est, vous êtes on est prêts? online. نتوكلوا على ربي. Euh, docteur, 2 minutes, برك حتى نجي النوم بغبغ. كمل. كترغان 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 كترغان. On dort. On les fait. Docteur, c'est bon, on commence. On commence, oui. D'accord, allez. D'accord, allez. D'accord. Bon. Bonjour. C'est bon? C'est bon, docteur. C'est bon. Oui, on commence, docteur. Oui. D'accord, ok. Allez, bonjour. Bon, Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah. On va voir aujourd'hui les occlusions intestinales aiguës. On va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'on entend par une occlusion intestinale aiguë? L'occlusion intestinale aiguë se définit comme l'arrêt complet et persistant du transit, c'est-à-dire des matières et des gaz, dans un segment intestinal. Alors, quel est l'intérêt de la question? L'intérêt de la question. Bon, si vous voulez, du point de vue fréquence, on peut dire que l'occlusion intestinale aiguë reste une des plus fréquentes. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'elle vient au deuxième rang après les appendicites aiguës, dans un camembert, si vous voulez. L'appendicite aiguë, c'est 56%, alors que les occlusions, c'est environ 9%. Et parfois, elles se présentent même comme l'urgence la plus urgente lorsque la vitalité d'une anse étranglée est en jeu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le deuxième intérêt, c'est qu'elle se voit à tout âge.
sans prédominance de sexe, c'est-à-dire qu'elle touche les deux sexes, que ce soit les hommes ou les femmes, elle les touche dans la même proportion. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une maladie. L'occlusion, ce n'est pas une maladie, mais c'est un syndrome, c'est un ensemble de prodromes dont les causes sont multiples et les mécanismes sont variables. Le diagnostic d'une occlusion intestinale aiguë repose sur l'examen clinique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le carré des occlusions ou le carré de Mondor qu'on verra par la suite, et la présence de niveau hydroaérique sur le cliché d'abdomen sans préparation en position debout. Sachez que la biologie n'a pas de place dans le diagnostic, mais la biologie, elle est importante parce que c'est elle qui permet de juger de la gravité de l'occlusion. Alors, que son diagnostic étiologique au cours de ces dernières années a largement bénéficié des progrès du scanner. Le traitement des occlusions intestinales aiguës est endoscopique ou chirurgical. Ce traitement a pour but de rétablir le transit intestinal, mais non obligatoirement celui de la continuité digestive. Alors, ce traitement, il comprend également la correction rapide et intensive des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques engendrés. Sachez que le pronostic des occlusions, il dépend de la précocité diagnostique et du traitement. Ça, si vous voulez, c'est des généralités. Nous allons d'abord voir les mécanismes de l'occlusion ou bien la classification des occlusions. Voilà. Puis, nous verrons par la suite donc les autres chapitres. Alors, on a dit l'occlusion est un arrêt des matières et des gaz. Donc, l'arrêt des matières et des gaz, il peut être dû soit à un obstacle organique ou anatomique qui empêche leur progression, ce sont les occlusions mécaniques. Soit cet arrêt des matières et des gaz, il est dû à un trouble de la motricité intestinale, c'est ce qu'on appelle les occlusions fonctionnelles, les occlusions dynamiques ou encore appelées les LIUS. Alors, nous allons d'abord voir les occlusions mécaniques et puis nous verrons par la suite les occlusions fonctionnelles. Alors, dans les occlusions mécaniques, vous avez deux types. Il peut s'agir d'une occlusion par obstruction ou bien par strangulation. Obstruction, dans les occlusions par obstruction, c'est-à-dire que l'obstruction de la lumière intestinale, elle relève généralement de trois mécanismes. C'est-à-dire, l'obstacle, il peut être endoluminal, c'est-à-dire à l'intérieur de la lumière intestinale, ou bien un obstacle pariétal, si vous voulez, ou bien une compression intestinale. On va voir les occlusions par obstruction. On a dit que l'obstruction intestinale, elle relève de trois mécanismes. Alors, obstruction endoluminale, c'est le premier mécanisme. Voilà, vous voyez, c'est une obstruction de la lumière intestinale par migration et blocage en un point quelconque de corps étranger. Ce corps étranger peut être un calcul biliaire. Voilà. On va expliquer un petit peu. On sait que dans les macrolithiases, les gros calculs, quand vous allez faire avec mes collègues la lithiase biliaire et ses complications, ils vont vous expliquer. Les macrolithiases sont généralement des calculs obstructifs. Parfois, ce calcul va obstruer le canal cystique
On sait que le cystique, c'est l'anus de la vésicule. La vésicule déverse son contenu dès l'arrivée du bol alimentaire dans le duodénum par, par le canal cystique. Alors, ce canal cystique, il sera, ou bien le siphon de la vésicule, il sera obstrué par un gros calcul. La vésicule, elle sera exclue. On sait qu'au niveau de la muqueuse vésiculaire, il y a des glandes qui sécrètent du mucus. Donc, la vésicule, à force qu'elle ne peut pas évacuer son contenu, elle va donc là, se distendre et elle va contracter des adhérences avec les organes de la région sous-hépatique et surtout avec le duodénum. Surtout avec le duodénum. Et là, le calcul va éroder la paroi vésiculaire, puis la paroi duodénale, et hop, il passe dans le duodénum. Une fois qu'il passe dans le duodénum, il peut emprunter deux voies, que ce soit une voie ascendante, et là, il va trouver le sphincter pylorique, il va l'obstruer et il va donner un tableau d'une occlusion haute qui peut donc simuler un tableau d'une sténose pylorique d'origine ulcéreuse. Ou bien, il peut emprunter la voie descendante, il descend dans le duodénum, il passe dans le grêle, hop, il passe là jusqu'à arriver généralement au niveau de la valvule de Boa, qu'il va l'obstruer et va donner donc un tableau d'occlusion. C'est ce qu'on appelle l'élius biliaire. Donc, si vous voulez que je me résume, on a dit l'obstruction de la lumière intestinale par migration et blocage en un point quelconque de corps étranger, donc le calcul biliaire, réalisant à travers une fistule cholécysto-duodénale, réalisant ce qu'on appelle un élius biliaire. Donc, toujours dans les corps étrangers, ça peut être des aliments indigestes, ce qu'on appelle le phytobézoaire, ou bien les parasitoses intestinales, surtout chez l'enfant. Un paquet d'ascaris, voilà, vous voyez là, c'est une occlusion avec une nécrose intestinale par donc obstruction d'un amas d'ascaris, ou bien ça c'est surtout au niveau du grêle, alors qu'au niveau du côlon, c'est l'accumulation des matières fécales, très épaisses qui peut jouer le rôle de bouchon, tel qu'un fécalum, voilà, un fécalum. Ça, c'est, vous voulez, l'obstacle endoluminal. Donc, les occlusions mécaniques, l'obstruction, le premier mécanisme, donc on a dit obstruction de la lumière intestinale par migration et blocage en un point quelconque de corps étranger. Les corps étrangers les plus fréquents sont, on a dit, le calcul biliaire qui réalise un élius biliaire qu'on verra par la suite dans le chapitre des étiologies. On a dit le phytobézoaire, c'est l'accumulation de débris végétaux, c'est des aliments indigestes. Les parasitoses intestinales, surtout chez l'enfant, telles qu'un amas d'ascaris. Et on a dit donc le fécalum. Ça, c'est pour l'obstacle pariétal. Ça peut être une tumeur bénigne ou maligne du grêle ou du côlon, ou bien une sténose, là vous voyez, voilà, un rétrécissement de la lumière intestinale par épaississement inflammatoire, observé surtout lors de la paroi par rétraction scléreuse. Exemple, vous avez là une sténose inflammatoire de la paroi. Donc, voilà, au niveau de l'ilion terminal. Voilà. Observé au cours d'une maladie de Crohn ou bien au cours d'une tuberculose. Donc, pour l'obstacle pariétal, je répète, voilà.
On a dit un rétrécissement de la lumière intestinale par un épaississement inflammatoire de la paroi ou bien par une rétraction scléreuse. Et on a donné une sténose. Voilà, une sténose. Voilà, chronique qui peut être d'origine tuberculeuse ou bien inflammatoire, observée au cours de la maladie de Crohn, ou bien cicatricielle aussi, hein, j'ai oublié, cicatricielle, c'est-à-dire post-opératoire ou post-traumatique. Voilà. Le troisième mécanisme, toujours dans l'obstruction, on a dit une compression intestinale par une lésion extrinsèque à l'intestin, tel qu'un volumineux kyste de l'ovaire, un fibrome utérin ou un kyste du mésentère. Voilà, ce sont les occlusions par obstruction, les occlusions mécaniques par obstruction. On va passer aux occlusions par strangulation. Et là, on a dit au départ, dans le chapitre des généralités ou de l'intérêt de la question, que l'occlusion, elle se présente parfois même comme l'urgence la plus urgente lorsque la vitalité de l'anse, elle est menacée. Donc la vie de l'anse, elle est menacée dans les occlusions, surtout par strangulation. Alors qu'est-ce qu'on entend par une strangulation? On peut dire que c'est une striction serrée qui intéresse non seulement le segment intestinal, mais aussi le contenu vasculaire du mésentère ou du méso. Voilà. Donc, la strangulation, elle va entraîner non seulement une distension ou une dilatation intestinale, mais aussi et surtout, des troubles circulatoires précoces et graves, transformant l'occlusion en une urgence absolue, nécessitant d'intervenir avant l'apparition de lésions ischémiques irréversibles de la paroi intestinale. Et cette strangulation, elle se produit de différentes manières, que ce soit une strangulation par bride, qu'on verra par la suite dans le volet étiologie, par bride ou adhérence post-opératoire, par torsion d'une ou plusieurs anses autour de leur axe mésentérique, c'est ce qu'on appelle, c'est le volvulus. Voilà, qu'on verra par la suite. Par étranglement dans un anneau de striction congénital ou acquis, ce qui définit l'étranglement herniaire. Et le dernier mécanisme, c'est par télescopage. Voilà, vous voyez, un segment qui rentre dans un autre segment. Mais quand elle rentre, elle va attirer avec elle le mésentère, c'est-à-dire par télescopage d'un segment intestinal dans un autre, ce qui définit l'invagination intestinale aiguë. Donc, je répète que la strangulation, elle se produit de différentes manières. On a dit par ride ou adhérence post-opératoire, par torsion d'une ou plusieurs anses intestinales autour de leur axe mésentérique, c'est le volvulus. On a dit par striction, par étranglement dans un anneau de striction qui peut être congénital ou acquis, ce qui définit l'étranglement herniaire, et par télescopage d'un segment intestinal dans un autre, ce qui définit l'invagination intestinale aiguë. Dans tous les cas, on va détailler tout ça dans le chapitre des étiologies. Alors ça, ce qui concerne les occlusions mécaniques, hein, les occlusions par obstruction et par strangulation. On passe au deuxième volet, donc les occlusions dynamiques, les occlusions ou fonctionnelles, encore appelées l'éléus. Alors, dans ces occlusions, il n'y a pas un obstacle anatomique qui empêche la progression du transit. Alors, ces occlusions sont liées à un dérèglement de la motricité intestinale qui peut être spasmodique
ou paralytiques. Alors, ces troubles de la motricité intestinale sont soit de nature réflexe, ils peuvent être de nature réflexe, accompagnant les états douloureux aigus, tels qu'une appendicite mésocéliaque, le jour où vous allez faire plutôt des appendicites aigus dans les formes topographiques, un appendice qui est malade, qui est au milieu des anses, c'est-à-dire mésocéliaque, et qui est négligé parfois par le malade. L'inflammation, elle va retentir sur les anses et elle va entraîner une paralysie, et c'est qui va se manifester par un tableau d'une occlusion, c'est ce qu'on appelle l'occlusion fébrile, l'appendicite mésocéliaque, une cholécystite aiguë au cours d'une maladie de Crohn ou même une tuberculose intestinale. On a dit que c'est des troubles de la motricité, ils sont soit de nature réflexe, soit provoqués par des perturbations métaboliques. Et c'est surtout l'hypocalémie. D'où, s'il vous plaît, cette règle, d'où une règle absolue de demander un ionogramme sanguin devant tout syndrome occlusif. Devant toute occlusion, il faut demander un ionogramme sanguin. Ils peuvent être la conséquence d'une suppuration intrapéritonéale localisée ou généralisée. C'est l'abcès pelvien ou dans une péritonite généralisée. Le jour où vous allez faire les péritonites avec mes collègues, Inch'Allah, ils vont vous expliquer. Voilà. Alors, donc on a dit qu'il existe 3 types d'occlusions. Les occlusions mécaniques, les occlusions fonctionnelles et les occlusions mixtes. Dans les occlusions mixtes, donc qu'une occlusion fonctionnelle, elle peut devenir totale lorsque l'anse occluse alourdie par les sécrétions, elle capote sur elle-même ou bien autour d'une bride. Alors qu'inversement, qu'une occlusion mécanique partielle, elle peut devenir totale lorsqu'un facteur fonctionnel il se surajoute à l'occlusion. Sur le plan physiopathologique, donc, on a dit que la conséquence essentielle de l'occlusion, donc toujours, j'ai un obstacle au niveau d'un segment intestinal. C'est ça, c'est comme ça qu'on a défini. Donc, j'ai un arrêt des matières et des gaz. Donc, il va y avoir accumulation des liquides et des gaz en amont de l'obstacle. Donc, en amont de l'obstacle, qu'est-ce que j'ai? Pratiquement, j'ai une distension, que l'intestin, il est distendu. Alors qu'en aval, c'est-à-dire après l'obstacle, l'intestin, il est plat. On peut dire que cette accumulation des liquides et des gaz en amont de l'obstacle, elle entraîne une distension intestinale qui va être réalisée par, on a déjà parlé, la stagnation des liquides digestifs et l'accumulation des gaz provenant, ces gaz proviennent d'où? De l'air dégluti par le malade dans 70% des cas, la fermentation bactérienne dans 10% des cas, et du passage dans la lumière intestinale des gaz, normalement en dissolution dans le sang, dans 20% des cas. Alors, cette distension, comme vous voyez, va engendrer des phénomènes locaux et des phénomènes généraux, avec comme résultat une stase et une ischémie locale à l'origine d'une séquestration dans la lumière intestinale d'eau et d'électrolytes, ce qui produit une hypovolémie, des troubles ioniques et acido-basiques et qui seront, donc ces troubles, ils seront aggravés surtout par les vomissements. Le troisième secteur créé, il est représenté par la lumière intestinale, l'œdème viscéral et l'épanchement intrapéritonéal, et l'épanchement intrapéritonéal. Si l'occlusion évolue tardivement, au départ on a dit que le pronostic, il dépend de la précocité diagnostique et de la prise en charge. Donc, si l'occlusion, elle évolue tardivement jusqu'à la nécrose, donc une fois le segment il est nécrosé, par la suite il va se perforer,
Donc, la perforation, cette perforation intestinale, jusqu'à la perforation intestinale, alors cette péritonite rajoute les effets du choc septique sur le retentissement viscéral. Dans tous les cas, la physiopathie des occlusions, elle est très, très facile. Alors, quelle est notre démarche diagnostique? Alors, toujours devant une occlusion ou devant un syndrome, devant une occlusion intestinale ou un syndrome occlusif, il faut poser les 4 fameuses questions. Reconnaître, il faut toujours reconnaître l'occlusion. Est-ce que c'est une occlusion? Oui ou non? Est-ce qu'on est vraiment devant une occlusion? Oui ou non? Si on arrive à répondre sur cette question, on passera à la deuxième question. Quel est le siège de cette occlusion? C'est-à-dire, est-ce que c'est une occlusion haute ou basse? C'est-à-dire une occlusion du grêle ou une occlusion du côlon? Par la suite, quel est le mécanisme de cette occlusion? Est-ce que c'est une occlusion mécanique ou c'est une occlusion fonctionnelle? Et puis, quelle est la cause de cette occlusion? Donc, on va répondre sur ces 4 questions. Alors, que le diagnostic d'une occlusion intestinale aiguë, il est toujours établi sur des éléments radiocliniques. Ce diagnostic clinique, il repose sur l'association de 4 signes cardinaux. C'est ce qu'on appelle le carré des occlusions ou le carré de Mondor qui associe douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz et météorisme abdominal. Voilà. Alors, la douleur est le signe le plus précoce. C'est elle qui amène le malade à consulter. Elle peut être d'installation brutale et permanente ou bien progressive, présentant un caractère rythmique qui traduit la lutte de l'intestin contre l'obstacle sous-jacent. Bon, les irradiations de la douleur sont souvent absentes. Alors, son siège, il est variable. Les 2 sièges variables, surtout au début. Les vomissements, ils peuvent être absents ou bien parfois ils sont précoces. Quand est-ce que ces vomissements sont absents? Quand est-ce qu'elles sont précoces ou bien tardifs? On verra par la suite, on va répondre sur cette question par la suite. De type alimentaire, bilieux, fécaloïde à un stade plus avancé. L'arrêt des matières et des gaz, c'est donc là le maître symptôme. Donc, mais parfois, il peut manquer et peut être remplacé. Il peut être remplacé par donc une diarrhée, donc réflexe, surtout dans les occlusions hautes qu'on verra par la suite. Alors, quels sont les... Ça, c'est les signes subjectifs, si vous voulez, les signes fonctionnels. Bon, l'examen général, toujours on doit commencer toujours par, doit rechercher les signes de retentissement de l'occlusion. C'est surtout les signes de déshydratation et d'hypovolémie, à savoir la tachycardie, hypotension artérielle, et les signes témoignant d'une nécrose intestinale. Voilà, c'est le plus important. C'est-à-dire, dans l'examen général toujours, ira à la recherche des signes de retentissement de l'occlusion et des signes témoignant d'une nécrose intestinale et qui sont fièvre et tachycardie. Alors, l'examen clinique, donc, à l'inspection, voilà, il ira à la recherche d'une cicatrice de laparotomie ou bien des orifices de trocardocilioscopie qui peuvent évoquer l'éventualité d'une occlusion sur bride. Donc,
il doit, donc là, préciser les caractères sémiologiques du météorisme, voilà, météorisme abdominal, et précise, donc là, est-ce qu'il est généralisé ou localisé, symétrique ou diffus, immobile ou bien non, il est actif. Quant à la palpation, généralement, il existe une résistance élastique, voilà, vous voyez ici, de la paroi. Donc, la palpation toujours ira à la recherche d'une défense localisée ou bien d'une contracture qui peuvent traduire la souffrance d'une once intestinale. La palpation des orifices herniaires, là, vous voyez, la palpation des orifices herniaires, elle est systématique. Voilà, vous voyez. Voilà, ça c'est à la recherche d'une ou pour éliminer une hernie étranglée. Quant à la percussion, elle met parce qu'on a un tympanisme, pratiquement, elle va mettre en évidence une sonorité tympanée qui peut être généralisée ou localisée, et une matité qui traduit une once pleine ou un épanchement péritonéal. Quant à l'auscultation abdominale, elle peut retrouver soit des gargouillements en rapport avec un hyperpéristaltisme en amont de l'obstacle, soit un silence abdominal qui traduit la distension et la paralysie de l'intestin, c'est dans l'élius paralytique, dans les occlusions inflammatoires, ou bien l'absence de vitalité de l'anse étranglée, surtout dans la strangulation. On termine l'examen par un toucher rectal qui vérifie la vacuité de l'ampoule rectale, est-ce qu'elle est vide ou pleine, et que c'est très important, qu'on verra par la suite, et permet parfois de retrouver la cause de l'occlusion, surtout donc l'ANA, où il peut palper le pôle inférieur d'une tumeur rectale et parfois le doigtier, il revient souillé de sang qui témoigne d'une invertigation intestinale ou des signes de ou qui est un signe de souffrance intestinale. Alors, pour résumer, 3 gestes fondamentaux à ne pas oublier devant un syndrome occlusif. La recherche d'une cicatrice abdominale, le toucher rectal et la palpation des orifices herniaires. Alors, au terme de mon examen clinique, je suis devant un patient qui présente un syndrome occlusif. C'est dans cette situation-là qu'on aura recours aux examens radiologiques. Et toujours, il faut commencer par des clichés standards, radiographie de l'abdomen sans préparation. Il faut demander un cliché de face debout, centré sur les coupoles diaphragmatiques, et donc et un cliché de face couché, voilà, là, voilà. Voilà, ça c'est le cliché de face, centré sur les coupoles, et un cliché de profil. Sur l'ASP debout, elle montre le signe. Vous avez fait ça l'année passée, dans la sémiologie des occlusions, le signe radiologique fondamental de l'occlusion, ce sont les niveaux hydroaériques. Voilà. Qui associe une image d'opacité. Après, dans la distinction entre occlusion haute et occlusion basse, sur des clichés plus clairs, je vais vous montrer. Donc, on a dit, c'est des niveaux hydroaériques qui associent une image d'opacité à bord supérieur horizontal, correspondant toujours au niveau liquide, surmonté d'une clarté gazeuse. Toujours, il faut préciser le nombre, la forme et le siège de ces niveaux. Parce que par la suite, vous allez comprendre pourquoi.
Il faut toujours préciser le segment intestinal dilaté et rechercher des signes aériques extra-digestifs, tels qu'un pneumopéritoine, c'est-à-dire c'est un croissant gazeux, là on ne voit pas les coupoles bien, qui peut être interhépatodiaphragmatique ou soufrinique gauche, et une aérobilie ou pneumobilie, c'est, on verra par la suite, présence d'air dans les voies biliaires, surtout dans l'hélius biliaire. Alors, sur le cliché de face couchée, ce cliché, il a un double intérêt. La première des choses, c'est qu'il apprécie le degré de la distension intestinale. Par exemple, un sécom, il est préperforatif à 11 cm, alors que l'once grêle, elle est préperforatif pour un diamètre supérieur ou égal à 7 cm. Et c'est sur le cliché de profil, c'est ce cliché qui confirme qu'il s'agit bien d'une occlusion haute ou une occlusion du grêle par la présence de valvules connivantes, d'une occlusion basse ou une occlusion colique par la présence d'ostration colique. Alors, toujours dans les examens radiologiques, l'examen clé ou l'examen qui constitue la pierre angulaire du diagnostic est la tomodensitométrie ou le scanner abdominal et qui est l'examen de référence pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique des syndromes occlusifs. Pourquoi? Parce que cet examen 1, il a un triple intérêt. Un, il permet d'affirmer le diagnostic, comme vous voyez ici, en objectivant des niveaux hydroaériques. Deuxième des choses, c'est qu'il précise le siège de l'obstacle et sa nature, c'est-à-dire le niveau de l'obstacle, est-ce qu'il siège entre, parce que généralement le niveau de l'obstacle, il siège entre l'intestin dilaté et l'intestin plat. Il permet de déterminer surtout la présence des signes de gravité qu'on verra par la suite. Voilà. Et il est très, très important, c'est-à-dire qu'il est irremplaçable surtout pour écarter les diagnostics différentiels, tout ce qui n'est pas une occlusion. Alors, quant à l'échographie abdominale, sa place dans le syndrome occlusif, elle est très restreinte. Pourquoi? Parce qu'elle est gênée par les gaz digestifs, mais elle peut se utile surtout chez l'enfant en cas d'invagination intestinale aiguë ou bien en cas de grossesse chez la femme enceinte. On termine l'examen toujours par des lavements opaques aux produits hydrosolubles, à la gastrographie et pas à la balite. La balite, elle est formellement contre-indiquée, qui permet d'opposer les obstacles du grêle ou le côlon et opacifié, où là, il est injecté en totalité, à ceux du côlon, où le produit bute contre l'obstacle du segment colique intéressé. Et là, vous voyez, c'est une tumeur du côlon gauche, voilà, du côlon transverse, voilà, voilà, et là, voilà, arrêt du produit, donc au niveau de l'angle colique gauche, voilà. Alors, la biologie, on a dit au départ que dans le chapitre des intérêts, que les examens ou la biologie permet de juger de la gravité ou le retentissement général de l'occlusion. Donc, rechercher une insuffisance rénale aiguë en demandant une urée sanguine et une créatinémie, rechercher le déséquilibre acido-basique et hydroélectrolytique en demandant un ionogramme sanguin, et bien sûr, rechercher les signes prédictifs d'une ischémie intestinale en demandant une formule de numération sanguine qui va vous montrer une hyperleucocytose généralement supérieure à 18 000 et une hyperkaliémie, donc sur l'ionogramme sanguin. Alors, on a répondu sur la première question, reconnaître. La deuxième question, toujours, on a dit quel est le siège de cette occlusion. Est-ce qu'il s'agit d'une occlusion
haute ou d'une occlusion basse. C'est ce qu'on appelle le diagnostic topographique. Et là, vous voyez un tableau qui permet de faire une différenciation radioclinique entre une occlusion haute et une occlusion basse. Une occlusion haute ou une occlusion du grêle, voilà, et une occlusion basse, voilà. Vous avez le tableau et vous avez le tableau sur le polycopie. Alors, la troisième question, quel est le mécanisme, c'est-à-dire le diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une occlusion par strangulation ou d'une occlusion par obstruction? Et là aussi, vous avez un tableau qui permet de faire la différenciation radioclinique entre une occlusion par strangulation et une occlusion par obstruction. Voilà. On passe toujours, il faut toujours faire la distinction entre une occlusion intestinale accompagnant les affections médicales qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale urgente et les autres tableaux occlusifs où la sanction est toujours chirurgicale. Alors, on peut dire que certaines affections médicales provoquent un Elius réflexe, tel que une colique néphritique par ectasie colique. Et là, c'est l'échographie rénale qui redresse le diagnostic, une colique hépatique, ou bien le saturnisme, l'intoxication au plan. Inch'Allah, vous allez faire ça en 6e année. Une hypocalémie peut être à l'origine d'un Elius réactionnel. Donc, on a dit ça au départ, d'où l'intérêt toujours de pratiquer un ionogramme sanguin devant tout syndrome occlusif. Un Elius paralytique, toujours, il faut faire la distinction. Donc, un Elius paralytique accompagnant un sepsis abdominal, on a déjà parlé, péritonite, les abcès, une appendicite mésocéliaque ou une cholécystite pseudo-occlusif, une pancréatite aiguë ou un infarctus entéro-mésentérique et les hématomes rétropéritonéaux, surtout après des traumatismes abdominaux violents. C'est ça le diagnostic différentiel. On passe au diagnostic de gravité et que c'est très très important. Alors, quels sont les signes témoignant de la gravité d'une occlusion intestinale aiguë? Ces signes doivent toujours être recherchés systématiquement. Alors, les signes généraux, vous avez dans les occlusions mécaniques, surtout, il faut toujours rechercher une fièvre ou son apparition. Elle témoigne d'une nécrose intestinale. Recherchez surtout les signes de déshydratation, surtout chez le sujet âgé, à savoir la soif. Bon, là, vous connaissez mieux que moi, la sécheresse de la bouche, plus cutanée de déshydratation, tachycardie, hypotension, voire collapsus, oligurie, puis anurie. Ça, c'est les signes généraux de gravité. Fièvre, signes de déshydratation et des signes de collapsus. Voilà. Alors, les signes péritonéaux, c'est ce que vous allez trouver. Donc, on a dit dans notre examen clinique qu'une défense abdominale est un signe de souffrance intestinale. Donc, il faut rechercher ce qu'on appelle les signes de souffrance intestinale et qui sont la défense abdominale et parfois un toucher rectal qui arrache un cri au malade ou, si vous voulez, un cri de Douglas au toucher rectal. Donc, une défense abdominale à la palpation et un cri de Douglas au toucher rectal, ce sont deux synonymes de souffrance intestinale. Quant aux signes biologiques de gravité, parce qu'on a dit
que la biologie, elle permet de juger de la gravité. Donc, la fièvre, j'ai une fièvre, j'ai pratiquement une déshydratation. Donc, si j'ai une déshydratation, pratiquement, j'ai une hémoconcentration, une élévation de l'hématocrite à la numération formule sanguine et une hyperleucocytose supérieure à 18 000 éléments par millimètre cube en cas de nécrose intestinale. Alors, l'ionogramme sanguin peut montrer une acidose hypochlorémique dans les occlusions, surtout proximales, c'est-à-dire les occlusions hautes avec des vomissements abondants, ou bien une acidose hypokaliémique dans les occlusions distales. Une hypoanatrémie et une hypercalémie en cas de nécrose. Une azotémie ou l'urée sanguine, elle est très élevée par insuffisance rénale. Ce sont les signes biologiques de gravité. Quels sont les signes radiologiques de gravité? Voilà. La radiographie de l'abdomen sans préparation. Et là, vous voyez un croissant gazeux interhépatodiaphragmatique. Voilà. Voilà. Donc, un pneumopéritoine sur la radiographie de l'abdomen sans préparation et la TDM, vous avez généralement des signes, voilà, pardon, voilà, voilà, vous avez l'absence, ou vous, si vous voulez, anomalie de rehaussement de sens, vous avez paroi intestinale, pardon, une paroi intestinale non rehaussée, et vous avez siège, donc là, cette paroi, elle est siège de pneumatose. Voilà, vous voyez l'aspect de pneumatose. Voilà. C'est des bulles qui surmontent la paroi intestinale. Voilà. On arrive à la dernière question. Quelle est la cause de cette occlusion? C'est-à-dire, on arrive au diagnostic étiologique. Et l'enquête étiologique toujours. Donc, toujours, on doit commencer par un interrogatoire qui ira à la recherche, surtout des antécédents de chirurgie abdominale ou pelvienne et la nature de l'intervention subie, des antécédents de pathologie néoplasique traitée chirurgicalement ou par une radiothérapie, la notion d'une maladie ou des antécédents, si vous voulez, d'une maladie inflammatoire intestinale chronique, la notion d'une constipation récente qu'il faut toujours, ou bien la majoration ou l'aggravation d'une constipation chronique, notion de crise subocclusive ou la présence de sang dans les selles, surtout la nature et la posologie des traitements subis, tels que les anticoagulants, les antiparkinsoniens et surtout les neuroleptiques. Alors que l'examen je répète, tomodensitométrie, la tomodensitométrie abdominale, elle reste l'examen clé qui permet de visualiser la cause exacte de l'occlusion et sa nature. Quelles sont les principales étiologies? On va commencer par les occlusions mécaniques du grêle. Et on va commencer par les occlusions par strangulation. Et on a dit, la première cause, c'est bride et adhérence des occlusions, si vous voulez, sur bride ou adhérence post-opératoire. Bon, vous voyez une occlusion sur bride, voilà la bride. Voilà. Elle est la cause la plus fréquente des occlusions du grêle. Voilà. C'est avant tout une maladie du patient laparotomisé et toute intervention chirurgicale, quelle qu'en soit la voie d'abord, hein, surtout sous-ombilicale, y compris une cilioscopie, entraîne une formation d'adhérence qui aboutissent parfois à la constitution de brides fibreuses qui peuvent être à l'origine d'une occlusion intestinale par deux mécanismes, si vous voulez, soit par capotage d'une anse
au-dessus d'une bride ou volvulus, ou bien par torsion d'une once autour de cet axe fibreux, ce qui réalise le volvulus sur bride. Voilà. La deuxième cause, on a déjà parlé, c'est l'étranglement, les hernies et les éventrations étranglées. Donc la hernie représente la deuxième cause d'occlusion. Alors, la deuxième cause d'occlusion du grêle par strangulation, c'est un accident évolutif classique et grave chez les sujets, surtout chez les sujets âgés, ce qui justifie le traitement systématique à froid de toute hernie diagnostiquée. Le diagnostic, il est généralement facile. Aux signes cardinaux de l'occlusion s'ajoutent donc les modifications de la hernie, parce qu'une hernie non étranglée, elle est indolore. Pardon. Elle est indolore. Elle est impulsive à la toux, elle est réductible. Donc, la hernie qui était indolore, en cas d'étranglement, elle devient douloureuse. Elle est irréductible et non impulsive à la toux. Donc, en plus des signes d'occlusion, vous avez l'association de ces trois signes. La douleur, l'irréductibilité et la hernie, elle devient non impulsive à la toux. Alors, la troisième cause, toujours, on a dit, c'est le télescopage d'un segment intestinal dans un autre. Voilà, vous voyez, un segment qui rentre dans un autre et qui attire avec lui le mésentère. C'est l'invagination intestinale aiguë. Elle est fréquente, surtout chez le nourrisson, où elle survient le plus souvent sans cause, elle est idiopathique, sans cause sous-jacente. Moins fréquente chez l'enfant et rare chez l'adulte, où elle révèle presque toujours une tumeur, c'est-à-dire que chez l'adulte, elle est toujours secondaire à une tumeur du grêle ou du mésentère. Le diagnostic, il est confirmé par la tomodécytométrie qui montre le boudin d'invagination et parfois à la laparotomie. Voilà, vous voyez une invagination intestinale aiguë. Ça, c'était les occlusions du grêle par strangulation. On va voir l'occlusion du grêle par obstruction et on va parler uniquement de l'ileus biliaire. Voilà, on a dit que c'est une complication retardée d'une cholécystite négligée. Voilà, c'est un volumineux calcul, voilà, vous voyez ici, vésiculaire, qui a migré à travers une communication ou bien une fistule biliodigestive, c'est-à-dire entre un segment biliaire qui est la vésicule biliaire et un segment digestif qui est le duodénum. C'est ce qu'on fistule. Et ce calcul se bloque généralement dans l'ilion terminal près de la valvule iliocécale. Cliniquement, il entraîne un tableau d'occlusion du grêle par obstruction chez une femme connue qui a un passé biliaire ou une porteuse d'une lithiase vésiculaire ou des antécédents de colique hépatique fébrile, c'est-à-dire qu'elle a fait des poussées de cholécystite aiguë. La radiographie de l'abdomen sans préparation, voilà, vous voyez, montre des niveaux hydroaériques, parce qu'elle intéresse, ce sont des niveaux qui sont plus hauts que larges, qui sont multiples et de siège central, c'est-à-dire témoignant d'une occlusion haute, avec une aérobilie, c'est-à-dire la présence d'air dans les voies biliaires, parce qu'il y a une fistule entre le tube digestif, l'air il passe dans l'estomac, puis il passe dans les duodénum, et hop. Voilà. Voilà.
L'échographie confirme le diagnostic aussi en montrant une aérobélie. Voilà. Le diagnostic ne pourrait être précisé. Voilà, vous voyez ici sur le scanner. Voilà. Que par une tomodensitométrie et parfois, si on ne dispose pas du scanner, on pourra avoir recours aux opacifications aux hydrosolubles, c'est-à-dire un transit aux hydrosolubles qui révélera la fistule biliodigestive et localisera le calcul en donnant l'image claire en tête du serpent. Alors, toujours, quelles sont les autres causes des occlusions du grêle par obstruction? Les tumeurs du grêle, vous voyez. Voilà, les sténoses inflammatoires, surtout au cours de la maladie de Crohn. Les carcinoses et les anomalies congénitales telles que le mésentère commun, le diverticule de Meckel, le phytobézoaire, les parasitoses, c'est-à-dire les corps étrangers, et parfois même on peut avoir même des hématomes pariétales qui sont secondaires à des accidents aux antivitamines K, c'est-à-dire les malades qui sont sous anticoagulants. Ça, c'est les occlusions du grêle, que ce soit par obstruction ou bien par strangulation. Les occlusions coliques, on va voir les occlusions par strangulation. Et c'est le plus important, c'est le volvulus du côlon pelvien ou le volvulus du sigmoïde. Voilà. Voilà. Il est défini par la rotation et la torsion, de l'once sigmoïdienne sur son axe mésocolique. Alors, pour qu'il y ait un volvulus, il faut toujours avoir des facteurs d'ordre anatomique, c'est-à-dire des facteurs prédisposants et des facteurs favorisants. Alors, dans les facteurs d'ordre anatomique ou des facteurs, si vous voulez, prédisposants, il faut un côlon sigmoïde lent de 80 cm parce que le volvulus normal est de 40 avec un mésocôlon à base étroite rétracté par, voilà, vous voyez ici le méso à base étroite qui est rétracté par la fibrose. C'est le plus fréquent des volvulus intestinaux et survient en général chez les sujets âgés, donc là, de plus de 60 ans. Il réalise un tableau d'une occlusion basse par strangulation. Et le début, il est brutal, généralement marqué par des douleurs diffuses et modérées. Les vomissements sont absents, mais l'arrêt des matières et des gaz, il est net et absolu. Et l'état général est relativement conservé. À l'examen clinique, on note un météorisme, ou le météorisme abdominal, il est volumineux, asymétrique et immobile. Il constitue ce qu'on appelle le signe de Von Wall, donnant une sensation de résistance élastique à la palpation et un tympanisme à la percussion. Alors, sur la radiographie, vous voyez, voilà, de l'abdomen sans préparation. L'image typique est celle d'un grand arceau clair, vous voyez, c'est-à-dire l'image en U inversé. Voilà. Clair, centro-abdominal, à grand axe oblique de la fosse iliaque droite à l'hypocondre gauche. Sur, bon, ça c'est sur le cliché de face, sur le cliché, bon, debout, il existe, voilà, un niveau, pardon. Alors, sur le cliché debout, il existe un seul niveau hydroaérique, voilà, vous voyez, volumineux, dans les deux branches
sont paramédianes adossées en canon de fusée. Leur sommet siège sous la coupole diaphragmatique gauche. Alors, le lavement aux hydrosolubles confirme le diagnostic et élimine surtout un cancer en montrant une image d'arrêt. L'image n'est pas claire ici. Donc, une image d'arrêt effilée au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne à raccordement obtus avec le rectum, donnant l'image classique, une image en bec d'oiseau. Alors, l'endoscopie, bien sûr, en dehors des signes de nécrose, c'est-à-dire on doit obligatoirement rechercher les signes de gravité. L'endoscopie, elle fait le diagnostic et permet parfois, en l'absence de nécrose, de faire la détorsion endoscopique. Quant au volvulus du sécom, il est là. Alors, les occlusions coliques par obstruction sont dominées surtout par les cancers coliques. C'est la cause. Alors, les cancers coliques, surtout à gauche, hein, c'est la cause, si vous voulez. C'est une cause de plus de la moitié des occlusions du côlon. Voilà. Survenant généralement chez un patient présentant un passé de troubles du thyroïde, à savoir une alternance de diarrhée et constipation, des rectorragies ou bien des émissions anormales, ou bien chez des patients qui ont des facteurs de risque de cancer colorectal. Donc, cliniquement, le tableau est celui d'une occlusion basse par obstruction avec un début progressif, avec des douleurs abdominales généralement au niveau de la fosse iliaque gauche. L'arrêt des matières et des gaz est précoce et les vomissements sont absents au début ou tardifs. Un météorisme abdominal diffus ou en cadre et tympanique avec parfois des ondulations péristaltiques et des bruits hydroaériques. Alors, le toucher rectal peut parfois révéler l'étiologie en touchant donc le pôle inférieur ou en percevant le pôle inférieur d'une tumeur. La radiographie de l'abdomen sans préparation montre des niveaux hydroaériques plus hauts que larges et qui sont peu nombreux, périphériques et apprécient surtout le diamètre du sécom. Alors, les autres causes des occlusions coliques par obstruction sont surtout dominées par les fécalomes. Voilà. Alors, on arrive au traitement. Quel est le but de ce traitement? On a dit au départ, le but du traitement, c'est de lever l'obstacle, traiter la cause et les conséquences de l'occlusion. Alors, le traitement médical, ce traitement, il vise à corriger surtout les désordres hydroélectrolytiques et acido-basiques engendrés. Donc, on commence toujours devant tout syndrome occlusif par la mise en place d'une sonde nasogastrique en aspiration pour prévenir et quantifier les vomissements et surtout réduire l'accumulation, c'est-à-dire agir sur la distension intestinale en réduisant l'accumulation des liquides et rompre le cercle vicieux de la distension. Donc, correction prise d'une voie veineuse pour remplissage vasculaire et réhydratation, correction des troubles ioniques en fonction des résultats de l'ionogramme. Le traitement endoscopique, bien sûr, on a dit qu'en l'absence des signes de nécrose, mise en place d'une endoprothèse métallique, c'est-à-dire simple, surtout chez les sujets jugés inopérables, ASA 4 ou ASA 5, l'exsufflation ou la détorsion endoscopique d'un volvulus sigmoïdien. Alors, quant au traitement chirurgical,
il est en fonction de l'étiologie. Voilà. S'il s'agit d'un volvulus du sigmoïde et en l'absence de signes de nécrose, le traitement, il consiste à faire une détorsion. Voilà, on fait la détorsion, puis on fait la résection de l'anse intestinale. Mais si l'anse est nécrosée, donc là, non, on ne peut pas faire donc là, non, une détorsion. On commence toujours par une résection intestinale et là, on ferme, que ce soit, on fait une anastomose colorectale, c'est-à-dire une colectomie idéale, on résèque l'anse et on termine l'intervention par une anastomose colorectale. Sinon, on ferme le bout distal, qu'on l'abandonne dans l'abdomen, et on abouche à la peau le bout proximal. C'est l'intervention de Hartmann. Ou bien on abouche les deux peaux en canon de fusil. Donc là, non, c'est l'intervention de Buy-Volkmann. Ça, c'est en cas de volvulus. S'il s'agit d'une bride et en l'absence des signes de nécrose, le traitement consiste en la résection de la bride. S'il y a des signes de nécrose, on commence toujours par la résection intestinale avec une résection anastomose. Voilà. Si c'est un étranglement herniaire, en plus de la cure de la hernie, et en fonction de la vitalité de l'anse étranglée, on réalise soit une simple détorsion, soit une résection intestinale avec souvent un rétablissement immédiat de la continuité digestive. Si c'est un ileus biliaire, on enlève le calcul par une entérotomie et traiter secondairement la fistule cholécysto-duodénale. En conclusion, je peux dire que l'occlusion intestinale aiguë est une urgence médico-chirurgicale fréquente dont le diagnostic positif est généralement facile. Le diagnostic de son siège, de son mécanisme et de son étiologie a largement bénéficié des progrès du scanner. Il faut rappeler que le risque majeur d'une occlusion est la nécrose et la perforation intestinale, qui sont des complications gravissimes, voire mortelles. Il faut donc, par une prise en charge qu'il faut toujours l'éviter, toujours par une prise en charge médico-chirurgicale rapide et efficace. Merci. دكتور ما مش كامل دي كيسيون دكتور. Comment? قلت لك ما مش كامل دي كيسيون دكتور. فما مشكل وشو اللي ما كامل؟ لي كومونتير. Je n'ai pas compris. Oui. قلت لك لي كومونتير كامل ما مش دي كيسيون. ما مش كامل. Vous voulez que je réponde maintenant sur les questions? Oui, si c'est possible. Parce que moi, je t'ai dit la fois passée d'organiser une deuxième séance, de préparer les questions, mais معليش. Bon, pour la question, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Est-ce que est-ce que l'absence de l'un de ces quatre signes permet d'exclure le diagnostic de l'occlusion? Non, 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 parce que j'ai dit que quand j'ai parlé du carré de Mondor, j'ai dit que la qualité de chacun de ces signes
ou bien il varie en fonction du siège et de l'étiologie de l'occlusion. Non, 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 non. Pour cette question, pour la question, à part, qu'est-ce qu'elle a dit? À part l'arrêt des matières et des gaz. Non, l'arrêt des matières et des gaz, il peut manquer dans les occlusions hautes. Hein. C'est lui qui définit le syndrome occlusif. Mais ce n'est pas l'arrêt de matière et des gaz. Quand vous terminez, vous allez faire des gardes. Vous allez constater que la plupart des malades qui consultent, ils consultent pour douleur, c'est-à-dire dans le cadre de ce qu'on appelle un abdomen aigu, douleur abdominale aiguë. Et l'arrêt des matières et des gaz, il peut manquer, hein, surtout dans les occlusions hautes, mais au début. On passe à l'autre question. Normalement non capable. Qu'est-ce que c'est que ça? Hic, le malade. Normalement non capable, hic, le malade à un stade précoce. Tu trouveras, elle me tutoie. Pourquoi elle me tutoie? Que des douleurs à un stade précoce, tu trouveras que des douleurs. Ah, mais si le malade il consulte pour un arrêt des matières et des gaz, ça y est. Hein? Cherche une cicatrice. Le lavement barité est contre-indiqué en cas. Non! On a dit en cas, le lavement barité, il est formellement contre-indiqué, pas en cas d'occlusion haute. J'ai dit qu'il est formellement contre-indiqué dans les occlusions, dans le cadre de l'urgence, que ce soit dans les occlusions, dans les péritonites. On fait un transit aux hydrosolubles, à la gastrographine. La barite, parce que s'il y a une perforation, le risque, c'est le barytopéritoine. Et il est mortel. Donc, il est contre-indiqué, le lavement barité. Pas dans les occlusions hautes, dans les occlusions hautes et les occlusions basses. Le diagnostic, il y a une question sur le diagnostic différentiel. Dans les diagnostics différentiels, on a dit qu'il faut toujours opposer les occlusions intestinales aiguës accompagnant les affections médicales. Pourquoi? Parce que le traitement, il est médical. Imaginez une colique néphrétique, que vous la prenez pour un tableau occlusif. Pourquoi? Parce que le côlon, on a dit par ectasie colique. Des autres tableaux occlusifs, où la sanction, elle est chirurgicale, c'est-à-dire où le traitement chirurgical. C'est ça. Il faut toujours faire la distinction pour les affections médicales qui peuvent provoquer un ileus réflexe, c'est-à-dire une occlusion inflammatoire. On a dit la colique néphrétique, l'intoxication au plomb, le saturnisme, l'hypokaliémie. Bon, diagnostic différentiel. Diagnostic de gravité. Donc, il est très, il est très. Pouvez-vous enregistrer le live? Alors, le diagnostic de gravité, oui, il est très, très important. Il est très important. On a dit que ce diagnostic de gravité, toujours, il faut rechercher des signes généraux qui sont surtout dans les occlusions mécaniques, il faut toujours rechercher la fièvre qui témoigne de la nécrose intestinale et des signes de déshydratation, surtout chez l'enfant et le sujet âgé. Rechercher les signes péritoniaux qui sont synonymes de souffrance intestinale, qui sont une défense abdominale et un toucher rectal qui est douloureux, et les signes biologiques. À la biologie, vous avez surtout la numération formule sanguine qui montre une élévation de l'hématocrite, parce que vous avez une déshydratation, une hyperleucocytose supérieure à 18 000. L'ionogramme sanguin peut montrer une alcalose hypochlorémique, surtout dans les occlusions hautes, dans les occlusions proximales, c'est-à-dire duodénale et donc jejunale. Une acidose hypokaliémique dans les occlusions distales. On a dit une hypercalémie en cas de nécrose. Pardon.
Et des signes radiologiques, on a dit sur la radiographie de l'abdomen sans préparation, recherchez surtout la présence d'un pneumopéritoine et la tomodensitométrie qui montre des signes d'ischémie intestinale, c'est-à-dire, on a dit que c'est des anomalies de rehaussement de sens. Et je vous ai déjà montré une paroi intestinale non rehaussée, une paroi intestinale rehaussée, qui est le siège de pneumatose et de perforation. Bon, pouvez-vous nous live? Yes. Attends là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est, qu'est-ce qu'il dit? Acidose, alcalose ou bien acidose hypochlorimique. Non, on a dit une alcalose hypochlorimique. Vous avez des vomissements, c'est dans les occlusions hautes. Voilà pour cette question. Tissu fibreux cicatriciel, il se forme après. Ça, c'est les brides, oui. C'est une bride, oui. Ouais, c'est les brides, oui. Bon, volvulus du côlon pelvien, oui. Non, non. Le lavement barité est contre-indiqué qu'en cas d'occlusion. Non, j'ai dit que le lavement barité, on ne fait pas de lavement barité, les jeunes, vous êtes en train de. J'ai dit lavement aux hydrosolubles. Le lavement barité, il est aux hydrosolubles. Bon, dans le cadre d'un volvulus du côlon pelvien, même en absence de nécrose, on doit faire la résection. Oui, j'ai dit oui. On fait, c'est-à-dire une détorsion endoscopique, si, parce que ici au CHU de Constantine, nous ne disposons pas, on ne fait pas de détorsion endoscopique parce que ce sont les gastro-entérologues qui font ça. Oui, c'est ce qu'on fait parce que on a dit pour qu'il y ait VCP, il faut des facteurs d'ordre anatomique et des facteurs favorisants. Et j'ai pas parlé des facteurs favorisants. Les facteurs, ce sont la constipation chronique, les malades qui sont sous neuroleptiques et la maladie de Chagas. La maladie de Chagas n'est pas fréquente chez nous. C'est une parasitose qui est beaucoup plus fréquente en Amérique latine et qui est due à un parasite qu'on appelle le Trypanosomia cruzi. Voilà. Il serait préférable de faire une deuxième séance, s'il vous plaît, docteur. On verra ça par la suite. Alors, même dans le VCP, si on fait de détorsion endoscopique, c'est-à-dire on fait la détorsion endoscopique, on met une sonde rectale qu'on laisse en place et puis on doit obligatoirement opérer le malade parce que il a un côlon sigmoïde qui est lent. Il va récidiver par la suite, mais c'est-à-dire qu'on l'opère à froid. On l'opère sur un côlon préparé, on fait une résection d'emblée, anastomose, mieux de l'opérer dans le cadre de l'urgence où le côlon il n'est pas préparé, on doit obligatoirement faire une. Pourquoi on a une alcalose et c'est à cause des vomissements. C'est à cause des vomissements abondants dans les occlusions proximales. Qu'est-ce qu'on entend par occlusion proximale? Ce sont les occlusions duodénales ou. Ah ouais. Docteur, quelle est la différence entre indication, quelle est la différence en indication entre l'astomie et la sigmoïdectomie, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Voilà. Sigmoïdectomie, ça veut dire qu'on enlève la boucle sigmoïdienne. Par contre, la colostomie
ou la stomie, surtout de proche amont, parfois chez des sujets qui sont âgés, qui sont classés ASA 4 ou ASA 5, alors on ne peut pas faire et qui présentent un syndrome occlusif. C'est-à-dire, on ne peut pas faire d'une résection de la cause de cette occlusion, surtout parce que ce sont les tumeurs qui sont l'apanage des sujets âgés. On fait ce qu'on appelle une colostomie de proche amont, c'est-à-dire en avant de la tumeur, on essaye d'extérioriser, d'aboucher à la peau le segment intestinal, on l'abouche à la peau, et comme ça, parce qu'on a dit au départ, le but du traitement, c'est rétablir le transit, mais non pas la continuité digestive. C'est-à-dire qu'on abouche le côlon à la peau en amont de la tumeur. Et comme ça, on a rétabli le transit. Et par la suite, on essaye de préparer le malade à un geste plus lourd. Bon, c'est vrai, cet étudiant pose la question devant une occlusion intestinale aiguë. C'est quoi l'examen morphologique de première intention, ASP ou bien la tomodensitométrie? C'est vrai qu'actuellement, mais dans les pays européens, la radiographie de l'abdomen sans préparation, elle n'a pas de place dans le cadre de l'abdomen aigu, c'est-à-dire dans le cadre des urgences. Mais nous on ne peut pas faire l'examen idéal, c'est la tomodensitométrie. Mais chez nous, on ne peut pas faire une tomodensitométrie à tous les malades. Hein. Monsieur, pourquoi le traitement j'ai déjà parlé, j'ai déjà répondu sur cette question. Ça, c'est le but. Le but du traitement, rétablir le transit, parce qu'on a un arrêt des matières et des gaz. Voilà. Sinon, si on le laisse, parce qu'on a dit que le pronostic, il dépend de la précocité du traitement. La colectomie idéale, ou rétablissement, la colectomie idéale, on rétablit la continuité des... Voilà, c'est ça, oui, c'est le rétablissement immédiat de la continuité digestive en faisant la résection, surtout dans le volvulus, en faisant la résection de l'anse volvulé et on rétablit immédiatement, mais elle a ses indications. C'est-à-dire, chez un malade mental, on ne peut pas lui faire une colostomie. On fait une appendicectomie, on essaye de laver le côlon, on fait une préparation colique péropératoire et on fait le rétablissement de la continuité. Monsieur l'ASP. Oui, on demande une. J'ai dit, bon, cet étudiant, monsieur l'ASP, est actuellement abandonné. Donc, on demande une TDM en première intention dans les contrôles, monsieur, pas dans la pratique. Merci. Oui, dans les contrôles, tu demandes la tomodensitométrie, oui. Mais si tu vas faire le concours d'internat en France, hein. C'est bon, hein? C'est bon, j'ai répondu sur toutes les questions. Oui, docteur, c'est bon. C'est bon? Vous êtes content? Oui, docteur, merci bien. Écoute, mon fils, tu as mon Oui, numéro docteur. de téléphone. Tu as mon Oui. numéro de téléphone. Oui, Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu me oui. contactes, mon fils. Tu vois avec tes D'accord. collègues. Oui. Hein? D'accord? Oui, d'accord, docteur. Et chauffe avec tes collègues. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu as mon numéro de téléphone. Tu me contactes. D'accord? On va essayer de programmer une séance parce que dans la première et la deuxième rotation, il y a eu des cas cliniques sur les occlusions. Même vous allez avoir dans ce cas, donc, on va essayer de faire des cas cliniques. D'accord? D'accord, monsieur Malik. D'accord. Attention, il y D'accord. a une question. Il y a une autre question. Pardon, il y a une question. Il y a une question. Il y a quelqu'un qui a envoyé maintenant une question. Pardon. Il parle de quoi? Attends. Où est-ce qu'elle est la question? Merci beaucoup, merci. Bon, le syndrome de Koenig.
Ouais, docteur. allez là. Attends. Voilà, le syndrome de Koenig, il se voit. Le syndrome de Koenig, ce sont des douleurs abdominales migratrices et qui sont déclenchées donc, par le repas et qui aboutissent toujours au même point et cèdent brutalement avec une sensation de. C'est des douleurs. Donc, il y en a qui cèdent au profit avec des diarrhées, avec des débâcles diarrhéiques, avec des débâcles diarrhéiques. Et surtout, le syndrome de Koenig, il se voit surtout dans les occlusions. Il caractérise une phase pré-occlusive des occlusions par obstruction, surtout au niveau du grêle. Pour le jeune qui a posé sur le syndrome de Koenig, parce que moi, je n'ai pas voulu parler de syndrome de Koenig. C'est bon? C'est bon, docteur. Donc, c'est bon. Ça y est, on lève la séance. J'ai Oui. donné mon Oui, cours. merci, docteur. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu me contactes à mon fils. Hein. معليش d'accord docteur. Merci bien docteur. يا اخي نديروا دي كا كلينيك ولا ما نديروش؟ Oui. نديروا باش نعتلكم كيفاش تريبونديو برك باسكو اون دوني ان كاف لا دوزيام روتاسيون تاع لي بي اس بي ديال بزاف اللي راحوا فيه. معليش docteur. Je vous contacte. يا داكور وليدي بون ويكاند وربي يهنيكم ان شاء الله. إن شاء الله. في الأمان docteur. ربي ينجحكم ان شاء الله. إن شاء الله. Bon courage صحة. يا صحة وليدي. في الأمان صح. يما أخي.